Hello, hello, bienvenue à Comedy Nerd. Je m'appelle Rachel Elie. Je suis tellement heureuse que vous avez décidé de voir ou écouter notre podcast. Oui, maintenant, on est sur YouTube. C'est la première fois que j'ai travaillé dans un studio. Alors, c'est vraiment cool. Ça, c'est ma deuxième épisode. Je parle avec Mélanie Couture. Et j'ai adoré ma conversation avec elle. Ça fait seulement à peu près 5 mois que je connais Mélanie Couture. J'ai un peu de difficulté à dire son nom. Couture. Mélanie Couture. On a rencontré à Le BAM, à Bois-de-Filion. C'est 2 fois maintenant qu'on a travaillé ensemble à ce show. Et je trouve elle m'inspire parce que je trouve, et je ne sais pas l'expression en français, mais en anglais, on dit unapologetic. Et vraiment, même au commencement du podcast, comme j'ai trompé un petit peu, elle m'a dit, j'ai dit, OK, je vais couper ça du podcast. Elle dit, oui, tu peux faire ça ou you can own it. Et ça m'inspire parce que je trouve, j'ai un peu un love me complex et je suis un peu... je suis pas toujours apologetic. Je suis un peu apologetic, pas non-apologetic. Mais c'est intéressant parce qu'on a parlé un petit peu de son one-woman show qu'elle a décidé de produire soi-même et aussi parler de sa processus, de son travail à l'école d'humour et après ça, devenir un stand-up et créer dans une façon qu'elle était heureuse avec. On a parlé un petit peu. We talked about a whole bunch of stuff. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Comedy Nerd. Comedy Nerd. Ça faisait 2-3 fois qu'on se croisait. Yeah. Puis bizarrement, tout le temps en bière au menu. C'était toujours là. Ouais. Yeah. Et je sais que la prochaine fois, pas la prochaine fois, wow, they're getting off to a terrible start. I'm just going to forget that didn't happen. Or own it! Non, non. Yeah, exactement, parce que tu parlais de ça. Moi, je suis opposée de ce que tu parlais de. Ah moi, oui? je cache les choses que j'aime pas de moi. Ah ouais? Des fois, mais c'est comme, pour moi, vivre avec ce que j'ai ou cacher qu'est-ce que j'ai. C'est les deux toujours, parce que parce que quand mettre on en essaie de valeur cacher, ce que t'aimes, puis moins voir ce que t'aimes pas. Il y en a beaucoup qui vont faire ça, mais tu sais, si tu avais vécu dans un cadre de... Ben, peut-être c'est le cas, là, je connais pas ton parcours de vie, mais si tu avais vécu dans un cadre de grosses personnes toute ta vie, à un moment donné, ça finit qu'on te dit de tout cacher. Faut que tu caches tes bras, c'est pas beau, mais pas des tank tops, spaghetti, des bretelles spaghetti, tes bras sont trop gros, ça paraît pas bien. Il faudrait que tu mettes quelque chose pour cacher ton ventre, tu sais, comme ton ventre, c'est pas beau, ça paraît pas. Ah, t'as des grosses cuisses, peut-être t'es mieux en jupe qu'en pantalon, ça paraîtrait pas, mais mets un legging en dessous de ta jupe parce que tes cuisses vont frotter puis tu vas avoir le cul qui brûle, tu sais. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose à cacher. Puis à un moment donné, je me suis dit, garde, c'est pas une ceinture d'explosifs que j'ai, là. J'ai pas besoin de camoufler mes shit. Ben, c'est là, puis pas vrai, quand les gens te voient habillée, ils savent que t'es grosse pareil. Là. C'est pas une surprise. Je me demande si c'est... Parce que moi, j'étais frappée comme enfant. C'était pas vraiment... C'était violent, mais c'était juste si tu faisais quelque chose de mal, t'étais frappée. Genre alors, pour moi, un spank ou bien un... Un OK. spank. Mes Ouais. frères n'ont pas appris comme moi de pas faire ça parce que moi, je voulais pas avoir un spanking. Alors, pour eux, c'était le strap. C'était même fait que les autres sont... une fois un brosse, comme assez violent. Ben oui. Mais je pense que quand on a appris de cacher des choses comme si tu fais quelque chose de mal, tu veux pas que tu vas avoir une récompense, une conséquence. Peut-être c'est un peu ça. Mais Ben oui, parce que ça vient avec une peur, tu sais, comme de la conséquence. Yeah, c'est mais comme il y en a une, puis peut-être que, tu sais, à force de vivre des conséquences qui étaient quand même importantes quand tu étais jeune, tu fais comme « Ah, ça me tente plus de dealer avec des conséquences. Mais j'en ai, moi, des conséquences à me montrer le bourrelet. Tu
sais, il y en a des conséquences parce que, veux pas, à tous les jours de ma vie sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui critiquent d'autres personnes qui sont grosses. Fait qu'il faut que tu vives avec les conséquences que ça va être stressant au début de faire ça. Que ça se peut qu'il y ait des gens sur Internet qui te traitent de grosses vaches, de lazy bitch, de toutes ces affaires-là. Ça se peut que tu reçoives tout ça et tu sais consciemment que même si tu te mets en costume de bain et que ton costume de bain, je veux dire, c'est un costume de bain, là, il est pas, je veux dire, comme c'est pas un costume de bain marqué « Make America Great Again » dessus ou je sais pas trop quoi, c'est juste un costume de bain. C'est pareil que ton corps va écœurer des gens. Puis ça, c'est un gros mot, là. Tu sais que ton corps va répugner des gens. Puis ça, c'est fucked up de vivre avec cette pensée-là parce que c'est comme ça que tu as été drillé. Mais tu décides de passer par-dessus parce que tu dis, ben, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et si en ce moment je te répugne, c'est dans ta cour, ça. Quand tu parles de ça, je me demande parce que tu as une force quand tu es sur scène, une présence de stage qui est vraiment naturelle, de spectacle, une présence. Je me demande si ça, c'est qu'est-ce que tu as. Est-ce que c'était naturel pour toi d'avoir ça? C'est quelque chose que, quand tu avais 13 ans, tu étais comme ça? Ou c'est quelque chose que tu as développé dans toi? Je suis pas sûre que c'est comme un trait de personnalité inné, là. Je pense pas que tu as ça à la naissance. Je pense que ça reste un comportement qui est appris ou un caractère qui se forge selon les personnes qui sont avec toi. Ma mère est une femme qui est comme moi, là, comme tu disais, non-apologetic, là, qui s'excuse pas d'exister, même si elle a vécu un peu plus avec qu'est-ce que les voisins vont penser. Puis, tu sais, comme, non, tu sais, comme, du retien bien, du respect de la pudeur, tu sais, un certain statut, là, tu sais. Moi, je vais plus sacrer, être plus lousse. Fait que ça va être plus là-dedans que je vais me rebeller par rapport à ça. Mais sinon, très jeune, je me souviens que les choses viennent aux belles personnes qui fit le moule stéréotypé de la beauté. Puis, quand tu n'es pas nécessairement dans ce moule-là, des fois, il faut que tu travailles un peu plus fort. Moi, je me souviens, on avait 2 jumelles quand j'étais jeune, là, âge primaire. Là, 2 belles, blondes, bouclées, yeux bleus. Tout le monde voulait être avec elles comme si c'était des poupées. Tout le monde voulait être leurs amis, puis ils n'avaient même pas rien dit encore. Puis toi, tu te rends compte de ça vite et tu te rends compte que tu fais pas ce moule-là. Toi, tu es une petite chubby brune. Tu sais, comme c'est pas... Fait que je me suis rendu compte qu'il fallait que je développe d'autres skills assez vite pour être... tu sais, moi, c'est moi en 6e année qui allais demander les gars à danser à la danse parce que je savais qu'ils me demanderaient pas, là. Fait que j'étais comme... Puis je savais qu'ils étaient gênés aussi, les gars, dans ce temps-là, puis qu'ils diraient pas non. Fait que, tu sais, j'étais comme... They're too shy to say no. Fait que j'étais comme, on va aller là, puis ça marchait. Puis, tu sais, comme... Les gars, ils disaient oui, pareil. Soit qu'ils étaient timides, soit que ça leur tentait, soit que... Tu sais, puis... Fait que je me suis rendu compte qu'à force de faire les choses au lieu d'attendre les choses, que ça fonctionnait. Fait que je pense que c'est juste du renforcement au fur et à mesure que la vie a monté, parce que sinon, je serais probablement pas humoriste, là. Moi, je suis pas humoriste parce que j'ai manqué d'amour et d'attention, là. Je suis humoriste parce que je suis comme, if I want something, faut que j'aille le chercher, tu sais. Yeah, well, t'es rentré dans l'humour dans une très différente façon de beaucoup d'autres. Comme je sais que tu étais à l'école d'humour, mais tu avais déjà une carrière de 6 ans d'être sexologue. Exact. Et j'imagine qu'il y avait des moments que ça t'a aidé parce que tu avais peut-être t'étais confortable, parler avec du public et tu étais confiant. Mais comment est-ce que... Parce que je sais, tu as dit tu travaillais avec et tu étudiais avec des personnes qui faisaient l'impro pour 5 ans, des personnes qui faisaient du stand-up. Alors pour toi, comment est-ce que tu as rencontré ce challenge et qu'est-ce que tu as fait avec pour que tu pourrais devenir graduer avec un sens que tu étais bonne et que tu étais drôle? Oui, bien en fait, effectivement, quand je suis rentrée à l'école, c'était confrontant parce que je n'étais pas du tout de ce milieu-là. Et je ne savais pas si j'avais vraiment ma place là, même si on te confirme que oui, parmi 200 personnes qui auditionnent, tu es une des 14 choisies. Tu sais, ça fait il y a quand même une pression à savoir, tu sais, j'ai-tu été choisie pour les bonnes raisons puis pourquoi je suis là? Je te dirais que j'ai été en mode observation longtemps. J'ai été... tu
sais, comme plan aérien, là. Regarder tout ce qui se passe pour observer, essayer de voir. Puis aussi, on avait beaucoup de différences d'âge dans notre cohorte parce qu'il y en avait qui sont rentrés pratiquement à 18 ans. Puis moi, je suis rentrée, j'en avais 28. Fait que, tu sais, on parle d'un 10 ans. J'ai gradué à 30 ans, puis il y en a qui commençaient à peine leur vingtaine. Fait que, il y en avait d'autres, par exemple, comme François Bellefeuille, qui était dans ma cohorte, qui lui aussi avait été vétérinaire avant. Mathieu Cyr, qui était déjà faisait un peu d'humour, mais qui était plus un gars de sport extrême professionnel avant de faire. Fait que, tu sais, ces gars-là, ils étaient plus dans la trentaine, eux autres aussi, mais je pense que ça a été d'être... Il y a un prof qui m'avait qualifié de leader silencieux. Parce que j'avais dit, tu sais, comme... Il y en a qui avaient des personnalités très exubérantes, des gens qui sont jeunes, qui sont pleins de fougue, qui sont très... toujours dans l'exagération, là. « Ah, m'a mourir! » Tu sais, ces gens-là qui sont très tout le temps. Puis moi, je n'étais pas tant ce clan de personnalité-là. Fait que j'étais beaucoup observatrice. Je fonctionnais, j'étais à mon affaire, tu sais, comme une bonne étudiante. J'ai tout le temps été une bonne étudiante, là. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé à un moment donné à faire comme il y a moyen de faire sa place, mais pas nécessairement en étant la personne que tu observes, mais plus en étant qui tu es, puis avec comment tu vas devenir. Puis c'est pas nécessairement à l'école que j'ai compris que j'étais super drôle, là, parce que avec la différence d'âge, des fois, tu fais pas autant rire tes collègues que du public général. Mais quand je suis sortie de l'école puis qu'on a commencé à faire des shows, c'est là que j'ai vu le pouvoir, tu sais, comme l'expérience que j'avais acquise à l'école m'a servi. Parce que quand je suis arrivée avec du vrai monde, puis pas de faire rire tes collègues humoristes, c'est une autre game, là. Parce que ça semblait que le show que tu as fait quand Danny Drouin était ton animateur, quand tu as gradué de classe... J'ai entendu parler de ça. Mais ça, c'était avant l'école. C'était même avant l'école. Tu pouvais faire rire famille et aussi des étrangers, mais exactement. J'imagine quand tu as rentré à l'école, c'était complètement différent. Et est-ce qu'il y avait des moments où tu as même pensé peut-être que je ne devrais pas faire ça? Beaucoup de personnes parlent de comme imposter syndrome. Est-ce que tu avais des moments où tu pensais peut-être d'arrêter? Le syndrome d'imposteur, je l'ai eu longtemps. C'est quand même assez récent que je le ressens plus. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Moi, quand j'étais à l'école, même si j'avais le sentiment d'imposteur, je me suis toujours dit, si ça ne fonctionne pas en humour, tout ce que j'apprends ici, je vais le mettre en enseignement. Fait que je vais retourner, puis dans mes programmes d'enseignement en sexologie, je vais l'appliquer. Donc, je me disais, il y a une autre fonction que d'être humoriste de scène à faire cette école-là. Puis même, pendant longtemps, je voulais être docteur clown, like Patch Adams. Oh yeah. Puis j'ai fait le cours de clown à l'école. Je suis même allée chercher le niveau 2 de cours de clown en dehors de l'école. Côté? Oui, moi c'est aussi. ça. Bon. Yeah. Puis Francine, quand on est arrivé dans le niveau 2, c'était plus juste des humoristes, il y avait beaucoup d'acteurs. Puis j'étais avec ma collègue Émilie Ouellette. Puis Émilie, elle disait... Émilie et moi, on disait, c'est fou comment, quand on est dans une classe d'humoristes, à quel point tout le monde a pratiquement l'instinct de comique. Tandis que quand on arrivait avec des acteurs, puis qu'on était deux humoristes, qu'on regardait les acteurs, puis comment ils rushaient à trouver leur essence comique du clown, tu sais, parce qu'il était tout le temps dans le questionnement de « Oui, mais j'ai plusieurs émotions. » Puis on était comme « Non, juste une, le clown. Une émotion, tu l'amènes au max. » Mais j'ai appris ça de Francine, parce que moi, avant de travailler avec elle, je savais pas que tu peux prendre n'importe qui et trouver l'humour dans eux. Je pensais toujours que tu es naturel, tu es drôle, mais c'est pas quelque chose que tu peux juste faire si un professeur peut le trouver dedans toi. Mais il faut trouver l'émotion qui rend cette personne-là drôle. Puis elle n'est pas toujours évidente à trouver. Puis je pense que c'est pas tout le monde non plus qui est fait pour cette business-là, là. Même si tout le monde a la capacité d'être drôle, je pense qu'être drôle, c'est pas la seule affaire qui va te faire survivre dans ce travail-là. Mais même les acteurs aussi. J'ai parlé avec quelqu'un d'autre de ça et j'avais une amie qui avait, à son mariage, c'était difficile pour elle d'être soi-même. Ah ouais? Et moi aussi, j'étais comédienne pour presque 20 ans. Okay. Et quand j'ai recommencé stand-up, il y avait des personnes à Absolute Comedy, le gars qui est le propriétaire me disait toujours, like, stop, if you end something with your arms like this, it's not stand-up. Parce que j'étais toujours comme...
Ça, c'était mon punchline, d'aller comme ça. Tu peux pas faire ça. C'était toujours Wow. comme tone it down. Wow. Mais en clown, parce que je faisais clown pour presque 25 ans, j'étais une clown professionnelle. Bon. Avec Philippe, Wow. j'ai étudié avec Philippe Collier. Fait que Francine Côté, c'est comme... Richard Pachinko, all those guys. Oh yeah. Alors, pour moi, j'étais toujours dans mes extrêmes. Mais Mais oui. j'ai vu qu'en stand-up, tu dois vraiment tone it down Ben pour oui. être un peu normal. Pour Mais moi, c'est normal, était vraiment difficile. C'est quoi mon clown? Mon clown avait ce genre de tissu-là. Que OK. si vous pouvez Yeah, voir, là, c'est de la paillette. là. Yeah, ton personnage de clown est Mon quoi? personnage de clown était une diva de Vegas Oh, avec des nice! plumes de pain sur Oh, le truc, fuck. des gants blancs jusqu'ici. J'avais des bagues dans les petits doigts parce que Francine me disait ta lumière est dans tes petits doigts. Ah. Et j'avais pas le droit, ben, les gens comprendront pas, là, parce que, Yeah. mais tu sais, dans les exercices de clown, moi, j'avais pas le droit de courir. Yeah. Puis ça, c'était important parce que quand tout le monde jouait à courir comme un clown, moi, il fallait que je marche en diagonale comme ça. I love it! Moi, j'étais le marié. Ah, ben Mais c'est ça! c'était parce que j'ai joué un homme pour presque 8 ans. Alors, Le il voulait marié. me donner quelque chose Ah! complètement différent. Ok, Oui, je le comprends. marié. Et Ok, moi, ok, ok. j'ai pas eu un mariage normal parce que moi, j'étais à Fidji avec mon mari, mais il y avait un coup d'État. Oh, Et cool. on était supposé d'avoir famille venir à Fidji. Personne n'est venu. Oh. Et moi, j'avais juste une petite robe blanche et ça pleuvait cette journée. Oh, alors, non. j'étais assise dans un Mais puddle. Et alors, c'était complètement un nightmare. Alors, quand il m'a donné le marié, le robe La robe de mariée. la robe de mariée et le personnage de mariée, c'était Ouais. incroyable pour moi. Mais j'avais des culottes vraiment larges que je pourrais mettre ma robe de mariée dedans, mes culottes, Ah, mon pour que je Dieu. regarde comme un Yeti. C'est bien weird! C'est vraiment bien weird. Ah, mais ça a dû être le fun à jouer, par exemple. Ça a dû être le fun à faire. Puis je sais que les gens vont penser que le clown est loin de l'humorisme, mais pourtant, il y a une essence à comprendre de ton clown pour être capable de comprendre mieux ton humoriste. Puis une fois que tu as compris ces émotions-là, après ça, tu peux les amener dans ton stand-up, tone it down, mais tu sais, les amener dans ton stand-up. Mais je pense que beaucoup de personnes, quand ils entendent clown, en Europe, ils vont dire « Oh, tu es un clown, viens chez moi, je veux te baiser, j'adore les clowns. » Mais au Canada, je trouve tout le monde pense que tu fais des fêtes. Des pour fêtes les d'enfants enfants. à souffler Et des ballons. je dis toujours, moi, je vais faire une fête d'enfants et donne-moi 2000 $ et je vais faire vraiment peur à tes enfants. Ben, c'est Parce ça. que le clown, c'est la façon que moi, je compare stand-up et clown, c'est qu'avec clown, Philippe Collier disait ça, si on n'a pas de rire, le clown n'est pas dans la salle. Et si tu as des rires, le clown est là. Et c'est la Wow. même avec stand-up. Le seul job qu'on a, c'est de faire rire. On a des Ouais. autres choses qui arrivent. Exact. Mais je travaille à des clubs où il dit, si tu n'as pas un rire chaque 30 secondes, tu peux pas travailler ici. Alors, Wow. c'est comme notre job, comme stand-up, ça, c'est Ouais. faire rire. Et clown, c'est la même chose. Il y avait, quand Philippe Gaulier faisait une routine, c'était lui et un partenaire, ils avaient 100 assiettes. Ils cassaient 100 Sans assiette. assiettes Ouais. sur scène. Et ça, c'était leur routine. Mais C'était ils juste- devraient faire rire pour ça. Oui. Moi, Mais- yeah. puis tu peux le faire. Tu sais, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que c'est drôle rendu à 3e, puis c'est drôle rendu à 4e. Mais quand tu es rendu à 50e, puis tu es encore capable de faire rire en cassant une assiette, c'est du talent, ça. Oh, yeah. C'est du talent en tabarouette, là. Yeah. Fait que c'est ça. Moi, j'ai quand même, malgré que c'était un cours qui était les plus redoutés là, à l'école, là, on ne l'aimait pas. Puis, puis ça n'a pas super bien fini non plus pour Francine à notre école. Là. Mais, tu sais, comme n'empêche que je pense que c'est un clown c'est un cours avec lequel tu apprends beaucoup sur ton personnage d'humoriste. Parce que veux pas, il faut que tu trouves ton personnage de scène, même s'il est à un cheveu de qui tu es dans la vraie vie. Il y a quand même des affaires qui sont pas pareilles. Tu parles un peu plus fort sur la scène, tu vas bouger peut-être différemment. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup... Il faut que tu installes c'est qui ton personnage de scène. là. Et je pense pour quelqu'un qui veut pas vraiment être un clown, c'est difficile de faire un cours comme ça parce que c'est si Oui. intense Oui. et tu dois assumer qui ton professeur pense que tu es. Mm-hmm. Et beaucoup de personnes ne sont pas préparées à jouer cette personne. Exact. Il y a des gens, même aussitôt qui ont entendu parler de costume, ils voulaient se garrocher par la Oh, fenêtre. yeah. là. Tu sais, c'est comme, non, je ne mettrais pas un costume. Puis, tu sais, parce que, tu sais, puis il y a quelque chose, on va se le dire, de très masculin avec l'humour, là. Tu sais, c'est très, des fois, machiste même. Tu sais, les gars sont sur la scène, ils sont comme, yeah, puis, tu sais, puis là, ils font comme moi, là, tu vas être
un facteur, mais que tu vas être le postman, mais que son suit est trop serré. Puis là, ils sont comme, là, je me promenais pas avec des shorts trop serrés, puis t'es comme, c'est ça ton clown. Fait que c'est un peu, tu sais, ça. Puis il y a beaucoup de filles aussi qui ont détesté le personnage qui a été choisi pour elle, puis tu sais, ça a été un calvaire faire ce cours-là. Moi, elle a juste fait, tu sais, je pense qu'elle a vu que j'étais silencieuse, tu sais, puis que je prenais pas tant de place. Est-ce qu'on entend ça dans le micro? OK, excuse-moi. Parce qu'on dirait qu'il y a il y a une course de panier d'épicerie au-dessus de l'étage. C'est super. OK. Puis, je pense qu'elle a vu que j'étais quand même assez réservée, que j'observais beaucoup et tout ça. Puis elle a fait, toi, t'es pas une diva de Vegas qui est en ligne avec toutes les divas de Vegas. Là. T'es la diva de Vegas en avant de la ligne qui danse pour toi. Fait que là, va en avant, fais tes entrées, fais tes affaires. Fait que je pense qu'elle m'a sorti beaucoup de la coquille dans laquelle je m'étais mise, justement en pensant que c'était pas ma place. Ouais. Et on s'est rencontrés à Le BAM plusieurs fois et je pense qu'on s'est vus en décembre avant les fermetures. Oui. Mais tu travaillais sur du nouveau stock. Comment est-ce que tu travailles sur des nouveaux blagues et est-ce que ça a changé beaucoup? Tu as gradué comme ça fait 10 ans que tu fais l'humour maintenant. Ouais. Comment est-ce que ta process a changé pour créer du nouveau stock et travailler sur nouveau stock? En fait, j'ai regretté, après plusieurs années, de ne pas avoir osé essayer des blagues assez vite. T'sais, moi, je travaillais longtemps la blague, le numéro, je revirais tout ça de bord. Je me disais, oh mon Dieu, il faut que ça soit comme impeccable pratiquement avant d'aller oser le dire sur scène. On dirait qu'il fallait que je mérite le fait que je sois sur cette scène-là pour dire les blagues. Puis à un moment donné, j'ai vu beaucoup de collègues qui faisaient comme, hey, j'ai pensé à quelque chose dans la loge, puis qui l'essayaient tout de suite après. Puis là, je faisais, moi, c'est comme, oh mon Dieu, tu viens d'y penser, puis là, t'as pas essayé de faire comme 3-4 autres blagues de plus, puis non, c'était juste ça. Je voulais essayer celle-là, puis il l'essayait. Et t'étais comme ça au commencement de ta carrière? Oui. Okay. Moi, je fonctionne très scolaire, tu sais, comme tu t'apprends les choses, tu fais les choses, tu peaufines tes choses, tu essaies de voir le mieux que tu peux faire avant même d'impliquer d'autres personnes. Puis là, tu impliques d'autres personnes. Fait que, tu sais, moi, je me disais, le public mérite que je fasse tout le processus. Mais finalement, c'est un processus qui était dans ma tête. Là. Il n'existe pas, ce processus-là. Mais tout ça, est-ce que c'était sur un ordinateur? Tu as un livre aussi? Bien, ça commençait toujours avec une enregistreuse dans l'auto, là, parce que puis j'avais la vieille enregistreuse. Là, j'ai gradué en 2007. Fait que j'avais une enregistreuse que tu payes sur le bouton. Fait que j'enregistrais ce qui me passait par la tête. Je mettais ça sur papier. J'écrivais un texte qui allait avec, ou du moins un bit, ou tu sais, comme un paragraphe. Puis après ça, je disais, mon Dieu, je parle pas de même. Fait que là, je me relevais, je disais le bit dans mon salon en l'enregistrant. Puis là, je disais, c'est comme ça que je parle. Fait que là, je recopiais ce qu'il y avait sur l'enregistreuse pour l'avoir comme je le dis et non comme je l'écris. Parce que moi, je pense que c'est une des plus durs jobs de l'humoriste, c'est de ne pas sonner comme si tu avais écrit ton matériel. Puis ça, les gens s'en rendent pas compte, mais ça prend quand même c'est un bon processus parce que quand tu rentres dans l'écriture, ben, tu l'écris avec des trucs que tu dis pas nécessairement. Puis ça, une fois que c'était fait, là, je me disais, bon, je peux-tu avoir des nouvelles blagues parce que je suis pas pour aller tester un paragraphe, tu sais, comme... Fait que j'essayais tout le temps d'avoir beaucoup de stock pour, après ça, finalement, souvent choquer parce que je me disais, c'est trop long comme bit à tester, puis si ça marche pas, je vais être dans la merde. Fait que je testais juste des petits bouts. Puis là, je pense que je me fais plus confiance. Si je pars sur une idée, je me dis, tu veux dire ça, tu veux dire ça, tu veux dire ça, mets tes mots. C'est quoi le punch, c'est quoi le début, puis comme essaie de mettre ça. Puis à un moment donné, tu vois après ça tout ce qui est superflu sur la scène, tout ce qui marche pas. Là, tu dis pourquoi ça marche pas. C'est parce qu'il n'est pas à bonne place ou c'est parce que le gag est pas bon? Fait que là, il y a tout le processus de questionnement qui est éternel. C'est parce que ce soir-là, je suis arrivée dans une salle puis j'ai mis du monde mal à l'aise. Fait qu'il faut que je le réessaye tel quel ailleurs. Peut-être que ça va marcher ailleurs parce que des fois, ça m'arrive au BAM que c'est un gros hit. Puis des fois, j'arrive au BAM, puis pour une raison que je ne suis pas capable d'expliquer, ça ne marche pas. C'est une chambre que ça change beaucoup. Oui. Parce que la première fois que je l'ai fait, j'étais comme « Holy fuck! » Ça, c'est un... Il n'y avait pas même une fois
que j'ai essayé quelque chose et j'avais pas un rire. Mais en décembre, quand on s'est vu, c'était pas la même c'était plus vibe tough, hein? du tout. Mais je me demande, c'était avec COVID aussi. C'était un peu... Ça a changé en décembre. Je pense que le public... Ça change. Puis semble que c'était... Didier, l'animateur, pour ceux qui ne savent pas, Didier, il est aussi... il est conscient que des fois, il y a le public qui vient... parce que ça fait au-dessus d'un an qu'il anime là. Puis là, il y a comme une gang un peu plus jeune qui se déplace pour sa folie à lui, tu sais, comme son animation, sa folie à lui. Puis il a même dit lui-même, il dit, ça ne sert plus la soirée parce que, tu sais, comme ce que je fais et pas ce que les humoristes apportent, c'est pas la même affaire. Okay. Fait qu'il dit, si tu te déplaces pour venir me voir moi, puis que tu n'as pas l'ouverture d'esprit de regarder tous ceux qui viennent soit roder ou essayer des affaires, ça marche. Fait qu'il dit, je pense que j'ai fait le tour de cette place-là. Puis il dit, ça va être pas mal ma dernière saison parce que sinon, ça ne sert pas. Puis Nive, qui était l'animateur d'avant, avait fait presque 2-3 ans, puis il est arrivé au même constat. À un moment donné, si tu as toujours le même animateur, il y a des gens, à un moment donné, qui viennent par amour pour l'animateur. Puis ça devient plus la soirée d'humour, ça devient la soirée à lui. Mais aussi, parce que j'anime beaucoup en anglais, je trouve animation est vraiment traitée différemment au Québec en Ottawa, je trouve, et à Toronto, parce que on n'a pas... Quand tu es un animateur en anglais, tu ne dois pas travailler sur des nouveaux blagues. Et tu es encouragé de ne pas travailler sur des nouveaux blagues parce que si tu plantes, si moi je plante comme animateur et toi, tu vas venir jouer tes blagues, c'est vraiment difficile. Tu n'as pas réchauffé la crowd. Mais je trouve tous les animateurs travaillent sur de nouveaux stocks. Alors, et Didier, je trouve, il peut dire n'importe quoi et tout le monde va l'adorer. Ouais. Il est vraiment naturel avec du nouveau stock, mais c'est pas toujours comme ça. Je dis pas à la bande, mais des autres soirées que j'ai fait. Ouais. Il y a une soirée... Moi, je suis la première qui fait des blagues. Si je vais en premier, des fois, moi, je suis la seule personne qui a fait setup punchline. Oui. Parce que c'est vraiment différent quand on rigole avec le public et on juste... Animer, je pense qu'il y a un élément de jouer avec le public et faire de nouveaux stocks, mais aussi de faire le setup qu'on va faire des blagues. Préparez-vous pour ça. C'est ça. Mais c'est un peu différent. C'est comme... Le modèle anglophone, c'est plus imprégné au Québec avec l'arrivée du Bordel Comedy Club. Oh, okay. Parce que le Bordel Comedy Club a arrêté la musique walk-in, walk-out. Il n'y a plus de ça à cette place-là. Avant, c'était tout le temps « Je me Mélanie Couture! » Là, c'est comme « Mélanie Couture ». Il y a des applaudissements, tu rentres. Fait que pas besoin là, de tout le charabia. Puis, l'animateur du Bordel ou l'animatrice du Bordel Comedy Club fait que du crowd work. Il n'y a pas de bit. Si elle veut faire un bit, c'est si... entre les humoristes, à un moment donné, il y a un bloc à combler. Mettons que le gars qui time le show fait comme, t'as 3 minutes. Tu sais, comme si tu veux faire un bit, fais 3 minutes au lieu de présenter l'autre. Yeah. Dans notre timing, il te reste 3 minutes avant que l'autre embarque. T'sais. Fait que là, lui, il va embarquer, il va faire un bit de 3 minutes ou 4 minutes ou elle. Puis là, il va faire des jokes. Mais en intro, crowd work, règlement, voici ce qui s'en vient. On vous demande si vous voulez aller à la toilette, soyez discret. Tu sais, toutes ces affaires-là. Et ça fait un magnifique setup pour ça. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui décident de partir des soirées d'humour parce qu'ils ne se trouvent pas d'endroit pour jouer. Parce qu'ils sont nouveaux, parce qu'ils ont de la difficulté à se booker. Et ça, c'est tout à fait normal. Là. Ça n'a rien à voir avec ton talent. Des fois, ça a juste à voir avec le fait que tu es nouveau. Puis là, ils cherchent des endroits pour jouer. Fait qu'ils rouvrent la soirée, ils l'animent, puis là, ils se disent, tant qu'à l'animer, je vais. Et j'imagine qu'ils essayent de faire qu'est-ce que le Bordel fait. Et pour faire crowd work et de faire des règlements et apporter la première invitée sur scène, tu dois avoir beaucoup d'expérience pour faire ça. Exact. Mais il y a des personnes qui font des open mic et essaient de faire des soirées avec ça. Et c'est pas du tout la même chose. Comme récemment, j'ai fait un open mic où le gars a commencé à animer. Après 2 minutes, il plantait. Alors, il a dit, « Oh, c'est clair que vous ne m'aimez pas, alors je vais apporter la première invitée, Rachel Ely. » Wow! Et j'étais comme, « OK, merci pour ça. » Mais ça, c'est... Bonne chance! Parce que je pense que beaucoup de personnes pensent que animation, c'est
facile. Je sais, aux États-Unis, il y avait un temps que les personnes pensaient que l'animateur était juste quelqu'un qui travaillait au bar. Oui, et c'est disait, ça. OK, viens introduire les actes. Ouais. Mais c'est vraiment... Parce que je fais si beaucoup d'animation, je trouve que c'est un art. Encore au Québec, je pense qu'il y a plusieurs personnes, juste au Bordel Comedy Club, qui viennent voir et qui pensent que l'animateur n'est pas un humoriste. Oh, wow. Ils pensent que l'animateur n'est pas un humoriste, puis quand ils viennent dans une autre soirée puis qu'ils le voient faire un number, ils font « Ah! C'est un humoriste, finalement. » Oh, Comedy Nest, c'était comme ça aussi. Mais c'est toujours des humoristes. En tout cas, la seule personne qui n'est pas humoriste, c'est la personne qui présente l'animateur. Yeah. Et même lui... c'est ça, souvent. Lui, c'est un gars derrière de la console qui, des fois, fait des bits. Beaucoup de fois, c'est quelqu'un qui veut faire le stand-up. Exactement. Et je sais que tu travailles maintenant. On parlait de la façon que tu travailles, parce que je sais que tu viens juste te faire pure couture. Oui. Et ça fait combien de temps que tu fais ce show? Si on ne regarde pas aux pandémies, je sais, est-ce que tu as commencé ton show juste avant la pandémie? Oui, moi, j'ai lancé mon show en novembre 2019. Oh. Début décembre 2019, j'avais les fesses dans la chaise de Tout le monde en parle. À Guilla Lepage a parlé de mon show, à faire comme « Mon show sort, hier, lieu, les critiques sont bonnes. » Pif paf, les affaires se mettent à vendre. Janvier arrive, c'est pas là qu'il y a le plus de dates parce que c'est janvier, début janvier. Et pour les personnes qui écoutent peut-être pas au Québec, Tout le monde en parle. C'est Radio-Canada, fait que c'est quand même c'est un des plus disponible grands partout. shows que tu peux Exactement. entendre. Et si tu veux des personnes venir à ton show et tu es sûr Tout le monde en parle, tu vas avoir un sold-out run, probablement. C'est ça. Si t'es pas dans la chenoute, là, dans le sens que si t'as pas mis tes fesses dans la marde, puis tu veux pas te retrouver à Tout le monde en parle parce que là, ça va être le siège chaud. Mais si tu as quelque chose à promouvoir, tu sais, moi, mes ventes de livres ont augmenté considérablement parce qu'il a parlé de mes livres. Mon show, tu sais, les dates qui étaient en vente ont super bien vendu, tu sais. Fait que, mais là, après ça, quand est arrivée la pandémie, ben là, début mars, fait que moi, j'ai eu à peine fin janvier puis février pour faire cette tournée-là. Mars est arrivé. Non seulement tu perds ton show, mais tu perds tous les corporatifs qui sont reliés avec la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars. Parce que je ne sais pas si toi, tu travailles le 8 mars, mais moi, je fais du corporatif à côté parce qu'il y a beaucoup de monde qui font comme « Ah, on pourrait comme célébrer la part des femmes dans notre entreprise. » Puis là, il fait « Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? » Engager une femme humoriste. Tu comprends? Puis c'est parfait pour moi parce que c'est mon Noël, là, côté show corporatif, mais tout a pété. Fait que tu vois, on l'a rodé pendant peut-être un an et demi avant, parce que c'est moi qui ai fait mon propre rodage. Je n'étais pas sous production. Fait que j'ai comme fait, j'embarque dans l'aventure, je fais mon rodage avec Eventbrite. Je vends les billets moi-même. Je passe partout, tu sais, où est-ce que je peux passer. Puis, on lance le show en personne autonome. Là. J'avais pas un gros producer qui était derrière, j'avais pas une grosse boîte. Mes gérants font partie de la boîte de Juste pour rire, mais Juste pour rire ne produisait pas mon spectacle. Fait que c'était my money, mes risques. Tu sais. Puis ça a été des bondés, là, quand même, parce que malgré la pandémie, c'était une bonne chose. Mais le show a été coupé très tôt. Puis tu vois, je le fais encore là parce que justement, on n'a pas été capable de le faire. Fait que je l'ai fait par vague, quand que les zones étaient dans les bonnes couleurs, parce que pendant un bout de temps, tu pouvais jouer si tu étais en zone orange, mais pas en zone rouge. Fait que je l'ai fait par vague dans certaines villes. À un moment donné, on a recommencé, c'était plus facile. Mais tu sais, pour te donner une idée, j'avais un club soda sold out qui était au mois de mai 2020. Et j'ai réussi à le faire au mois d'août 2021. Fait que, tu sais, c'est long, là. Les dates repoussent, reprennent, puis bon, tout ça. Puis là, on met des nouvelles dates parce que ce show-là n'est pas arrivé à bout. On n'a pas fait toutes les villes qu'on voulait faire. Il y a des villes tant mieux, on fait des supplémentaires. Fait que c'est parfait, tu sais. Brossard va super bien. Brossard, je pense qu'on est à la 4e fois qu'on passe là. Club Soda, on en refait un autre. Là, je sais pas quand est-ce que tu diffuses tes affaires, là, mais tu sais, comme si c'est passé, désolé, mais ça va être au mois de mars, tu sais. Fait que tu comprends, ça se passe encore. Et beaucoup de personnes parlent d'avoir 18 mois, de ne pas travailler sur le show et que
le monde a changé aussi? Est-ce que tu avais un peu... Est-ce que tu as changé des choses dans ton show ou pas vraiment? Le sexe change pas, fait que... en fait, il y a quelques wordings que j'ai changés parce que quand j'ai commencé, Trump était président. Ah, OK. Fait que là, il l'est plus, mais c'est quand même facile parce que ça reste un trou de cul. Fait que on peut continuer à passer les chut. Mais sinon, j'ai pas eu à changer grand-chose. Puis, je te dirais que la plupart du temps, quand je fais de l'humour, je le fais toujours en fonction de qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens. Pas qu'est-ce qui me tape ses nerfs, là, en ce moment, dans l'actualité. C'est plus qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens. Fait que dis-toi que si ça a commencé à être écrit en 2018, ce show-là, pour le roder en 2019, ben le MeToo Movement existait, il était chaud, mais il n'est pas éteint, tu comprends? Fait que je peux encore, si je décide de faire des blagues là-dessus, je peux encore en faire. Puis, tu sais, l'idée, c'est de trouver l'angle que ces blagues-là ne sonnent pas comme une conférence. Fait que t'es fait-tu rire ou t'es fait pas rire? Ça reste ça en bout de ligne. Fait que je me tanne pas de dire ce que j'ai envie de dire parce que la raison pourquoi j'ai commencé à faire de l'humour, c'était il y a beaucoup de choses qui seraient importantes que les gens sachent et ça se dit pas ni dans le milieu scolaire, ni dans certains milieux familiales, ni entre amis même parce qu'il y a du tabou, ou ça se dit quand il y a 4-5 bouteilles de vin dans un chalet. Puis là, tu fais comme, moi, te dire ces affaires-là à jeun, puis on va avoir du fun, parce que après 4-5 bouteilles de vin, quand tu dis ça dans un chalet, tu ris en tabarouette, tu as du fun. Fait que c'est un peu ça le projet. Fait que et comment je me est-ce que tanne tu pas. as travaillé le rodage de ton show? Oui. Comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as travaillé avec des auteurs? Oui. Est-ce que tu as un metteur en scène? En fait, non. J'ai travaillé avec une auteure que je travaille avec elle depuis que j'ai eu mon premier gig télé en 2000, je ne me souviens plus, là, 16 ou 17, là, 2016, je pense, 2015 même. Puis, je travaillais avec une fille qui s'appelle Justine Philly, qui est encore mon auteure principale. Après ça, des fois, selon les numéros, je vais aller chercher un deuxième auteur qui va avoir le regard d'extra après qu'il soit écrit. Là, je fais comme, OK, toi, je sais que, tu sais, comme ça fait partie de ta réalité, ça. Mettons un numéro qui parle d'enfants, là. Et, tu sais, je fais comme, tu as des enfants, tu sais, y a-tu des affaires que tu vois que j'ai manquées ou peu importe? Tu sais, y a-tu des affaires qui t'inspirent là-dedans? Fait que, tu sais, il y a 2-3 personnes comme ça avec qui j'aime travailler. Et les personnes qui travaillent avec toi, ils viennent voir en spectacle aussi? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je leur laisse faire leur travail. Puis après ça, je relis le texte. S'il y a des affaires que je comprends moins bien, je comprends moins bien. Puis, tu sais, là, on fait un meeting, tu sais, parce que c'est tous des amis de toute façon, là, tu sais. Fait qu'on se fait un meeting, on prend un café, on jase de tout ça, on sort d'autres blagues, puis on close l'affaire. Puis là, tu sais, tu fais comme, OK, ben tu veux-tu comme un buy-out? Parce que c'est un peu, tu sais, tu veux que je te paye pour cette blague-là, ou ces blagues-là, ou tu veux rentrer en pourcentage dans le show? Puis, tu sais, étant donné qu'on ne savait pas ce que ça donnait, puis que ce show-là, c'est le premier show, fait qu'il y a un numéro que j'ai fait dans le gala de Mike Ward en 2013 qui est dans mon show. Parce que personne ne l'a vu, ou en tout cas, pas assez de monde l'a vu. Puis en 2013, fait que la fête dans mes fesses, justement, le numéro que tu as vu, que ça, c'était un peu... J'ai fini avec ça au bière au menu parce que je commençais avec du stock que j'avais besoin de roder. Fait que j'ai fait comme, bon, on va finir avec du stock que je sais qui fonctionne de mon show. Fait que l'idée, c'est d'avoir de l'aide. Et quand là, le show il était prêt à faire comme le total, là, pas juste numéro par numéro, là, j'ai invité mon auteur principal, des nouveaux yeux, puis une des auteurs qui m'avait aidé sur un des numéros. Puis j'avais fait, on regarde ça, on va faire le rodage, puis dis-moi qu'est-ce qui marche pas. Puis là, c'était genre, ah ben ce bloc-là, on dirait que tu reviens sur quelque chose que, tu sais, comme, fait que c'est pas un callback, fait que soit qu'il est pas à bonne place, ou soit que... Fait que là, c'est toute la structure. Là, c'est comme plus la job de script edit, là. Tu sais, comme tac, 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 comment on met les blocs. Ça passe pas. Faudrait écrire un autre numéro. Finalement, on dirait qu'il est rentré acrobat dans ton show. Puis après ça, ben là, tu finis par mouler ton show en quelque chose. Là. Mais ça, c'est de la façon que je l'ai faite pour ce show-là. Et sachant que je l'autoproduisais et que le budget était quand même plus serré que de la grande production, ben j'ai décidé de ne pas prendre de metteur en scène, sauf pour un des numéros que j'avais fait déjà dans un gala, puis que j'avais demandé de mon amie Marie-Christine Lachance, qui est metteur en scène, mais avec qui j'avais fait l'école. J'ai dit, peux-tu m'aider ce numéro-là? Mais ça manque de je sais plus où me mettre, là, tu sais. Mais sinon, je fais pas tant d'humour physique.
je suis capable aussi de jouer puis de voir ce que... Puis il n'y a personne qui a fait comme « ça manque de mise en scène, ce show-là. » C'est que ça va. C'est pas mal. Est-ce que tu enregistres tes shows? Est-ce que ça, c'est la façon que tu décides si quelque chose a marché ou est-ce que c'est dans le moment que tu vas souvenir si ça a marché? J'enregistre vocalement mes shows quand je suis en rodage parce que j'ai pas de mémoire dans la vie. Fait que je me souviens comment je me sentais. Puis quand c'est pas une bonne soirée, je fais comme « oh, faut que je retourne écouter ça. » Et là, je vais aller l'écouter, je vais voir ce qui se passe. Fait que t'écoutes, puis là, tu fais comme « ah, pourquoi ça n'a pas marché? » Puis là, tu fais comme « ah, mais là, cette gag-là n'a pas marché parce que personne n'a entendu ce mot-là. Je l'ai mâché. » Tu sais, comme je l'ai pratiquement ravalé, ce mot-là. Fait que là, tu fais « OK, mais là, il mérite une autre fois. » Fait que là, c'est du travail de chirurgien. Tu sais, à l'école, ils nous apprennent « t'as 4 chapeaux à mettre. Puis tu peux pas les mettre en même temps. T'as juste une tête. » Fait que t'as ton chapeau de clown quand t'écris. T'as ton chapeau de juge quand tu révises tes blagues puis tes juges puis sont-tu bonnes ou sont pas bonnes. Puis t'as ton chapeau de guerrier parce que là, une fois que t'as décidé que ces blagues-là sont bonnes, ben va y défendre comme si ta vie en dépendait. Parce que sinon, tu sauras pas s'ils sont bons ou pas. Fait que là, tu mets ton chapeau de guerrier sur scène. Puis là, quand tu as fini, tu remets ton chapeau de juge. Mais tu peux pas mettre ton chapeau de juge en même temps que tu mets ton chapeau de clown parce que tu bloques ton clown. Puis tu peux pas mettre ton chapeau de guerrier en même temps que tu mets ton chapeau de juge parce que tu peux pas te défendre quelque chose dans lequel tu as l'impression qu'il n'est pas fini. Fait que c'est vraiment essayer de compartimenter ce travail-là. Puis souvent, j'écris puis je fais « ah, wesh ». Puis là, je fais « non, pas tout de suite ». Là, je continue. Puis là « ah, non, pas tout de suite ». Puis là, tu continues. Puis à un moment donné, tu fais « OK, bon, là, je suis prête à juger ce qui est sur papier. » Je rajouterais, je pense que si j'avais à enseigner ce cours-là, je mettrais le chapeau de businessman. Oh, oui. Tu sais, le chapeau de promoteur. Exactement. Parce que maintenant, c'est plus juste la job d'un promoteur. Avant, toi, tu t'occupais de faire des blagues, puis tu faisais des shows, puis il y avait quelqu'un qui enveloppait toute la promotion de cette affaire-là. Mais les réseaux sociaux ont fait qu'on est devenus des petits promoteurs qui, après ça, il y a un gros producteur qui peut venir... C'est comme faire la job à plus grande échelle, mais à petite échelle, il faut que tu promouvoies tes affaires. Puis si tu le fais pas, bien, il faut que tu engages quelqu'un pour le faire. Mon ami Simon Gouache, avec qui j'ai aussi fait l'école, déteste toute la poutine qui est alentour. Il déteste les réseaux sociaux, il déteste aller faire des quiz à la télé pour se faire voir. Il dit, moi, je peux-tu juste jouer? Je veux juste jouer. Moi, je suis bien quand j'écris puis quand je joue. Tout le reste m'amène l'anxiété. Moi, je pense que moi, je suis comme ça aussi, mais je trouve qu'il n'y a pas de choix. Peut-être qu'il y a un choix. Il y a du choix parce qu'il demande quelqu'un à le faire pour lui. Yeah. Fait que là, je sais que sa boîte est conscient que lui, c'est pas sa tasse de thé. Oui. Il fonctionne bien. Tu sais, il y a eu un numéro du CrossFit qui est parti viral avec des millions of views. Fait que, tu sais, comme ça... Puis, en plus, il a fait la première partie de Louis-José Hood et il est d'un talent qui n'a pas de bon sens. Quand je faisais le show télé avec lui, ma V6 était sa V1. Ma version 6 de mon texte avait la même qualité que sa version 1. Oh, wow. Je sais que quand je parle à des comedy nerds, ils savent tout c'est quoi une V1, puis une V6, puis une V2, là, mais au cas où tu sais pas, là, j'aime mieux le préciser. Le show est comedy nerd. Ouais, ben c'est ça. Comedy... C'est un peu niche. Oui. Comédie avec un E, si on veut le faire en français. Oui. Comédie. Et tu vois, j'avais ça. Mon clown avait ces plumes-là dans la tête. Oh, yeah, je veux rencontrer ton clown. Je t'ai montré une photo à un moment donné. La robe a pris le bord, elle est devenue, je me souviens plus trop quoi. Là. En fait, c'était ma robe de bal d'université qui est devenue la robe de clown. Puis là, je me souviens plus qu'est-ce qui se passe avec. Là. Oui, alors on parlait de création d'un show. Et tu as décidé d'aller pas avec un production, de le faire tout seul. Est-ce qu'il y avait des moments que tu penses que c'est un peu folle de faire ça? Ou est-ce que tu aimes avoir le contrôle? Tout ça. J'ai décidé... En fait, j'ai pas décidé de le faire toute seule. J'ai décidé de ne plus attendre qu'on me propose de le faire. J'avais plus aucune raison d'attendre qu'on me propose de le faire parce que j'étais rendue à un stade de ma carrière qui était rendu passer 10 ans sortie de l'École nationale de l'humour. J'avais fait beaucoup de choses en toile d'araignée dans ma carrière qui faisaient que je vivais très bien de mon humour, mais je n'avais pas sorti le show et ça faisait partie de mes objectifs. Puis je me suis dit, je n'attends plus. Ça ne me dérange pas d'attendre. Ça ne me dérange pas de prendre le risque de le faire toute seule, quitte à ce que ça soit à petite échelle, mais c'est pas vrai que je le ferai pas. C'est pas vrai que je vais dépendre de la décision de quelqu'un qui me trouve pas drôle pour X raisons quand je sais très bien que ce show-là fonctionne.
ou qui pensent que parce que ça fait longtemps que je suis sortie de l'école, que je suis dépassée, ou etc., etc. Puis, j'ai eu beaucoup d'aide d'une femme qui s'appelle Bianca. Tout le monde la connaît sous le nom de mère ordinaire. Elle polarise tout le monde. Il y a du monde qui la déteste à vomir, puis il y a du monde qui l'aime à vendre leur chemise. Tu comprends? C'est... Yeah, et c'est drôle que tu mentionnes elle parce que j'ai vu ton sous-écoute avec Mike Ward et à la fin, Sam Sear a dit non, je veux pas, it's Women's Day, on va juste se concentrer sur Mélanie et Mike a dit quelque chose, mère ordinaire. Et moi, j'étais comme, qui est mère ordinaire? Alors, hier, je suis allée sur Facebook and I was like, who the fuck is mère ordinaire? 200K views. J'ai jamais entendu de mère ordinaire. C'était hier la première fois que j'ai entendu ce nom. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a vu une niche qui n'était pas exploitée. C'était aussi l'ancienne productrice de François Massicotte, qui est un humoriste au Québec. C'est sa femme. Fait que, tu sais, elle baignait là, dans le business depuis longtemps. Puis elle avait un blog qui s'appelait le blog Mère Ordinaire depuis 2 ans. Puis à un moment donné, elle a décidé, j'aimerais ça faire un événement pour tout le monde qui me suit. Une fois à un moment donné. On est des mères, on a besoin de respirer, on a besoin d'un break. Pas de mari, pas d'enfant. Venez prendre un verre. Je vais faire une petite conférence funny. On va danser après, puis ça va être ça. Oh, juste pour femmes? Juste pour femmes. Okay. 24 heures plus tard, c'était sold out. Oh wow. Puis elle a fait, on va peut-être le refaire. 24 heures plus tard, c'était sold out. Puis maintenant, elle a fait, ça, c'est une tournée. Mais elle avait même pas écrit ce qu'elle voulait dire encore. Holy fuck. Puis moi, je faisais le gala de Laurent Paquin cette année-là à Juste pour rire. Et François Massicotte était sur ce gala-là. Et elle m'a vue. Elle a fait, toi, tu fitterais beaucoup dans ça. Fait que tu viendrais-tu faire un 12 minutes à travers mon show / conférence? Établie comme humoriste, comme quand elle a fait le gala? Elle n'a pas fait le gala. Elle accompagnait son mari qui faisait le gala. Oh, OK, je comprends. OK, alors... Bianca n'a jamais fait de gala Juste pour rire, puis ça ne l'intéresse pas d'en faire non plus. C'est pas ça qu'elle veut faire. Elle a sa crowd. Elle a déjà 200 000 followers. Si c'est pas plus maintenant. Fait qu'elle, elle met en vente à ces gens-là, puis elle part, puis elle se loue des salles, puis elle fait ses affaires. Puis moi, je me disais, oui, je vais aller faire... tu me payes pour aller faire 12 minutes dans ta conférence / show. Au début, elle ne savait pas trop ce que c'était pour être. Fait que j'arrive là-bas, je le fais, et c'est comme si je jouais devant les fans des Beatles. Oh, j'imagine! C'était déchaîné. Imagine que tu es un danseur du 281 puis que tu arrives devant des mères qui n'ont pas vu. Tu sais, puis là, ça boit, puis ça a du fun, puis ça vient en gang. C'était pré-pandémie, là. Et c'est le party. J'ai jamais vu... C'est comme un Girls' Night Out, soirée de Girls' Night Out. J'ai jamais vu une crowd aussi déchaînée et aussi tripante que cette crowd-là. Puis c'est là qu'à un moment donné, elle a fait, mais là, tu peux pas venir faire 12 minutes puis que tout le monde te dit, je peux t'aller te voir en show puis que t'as pas de show. Fait qu'elle dit, là, je vais te montrer comment fonctionne Eventbrite. Tu vas te sortir un show, puis dans les villes que je passe, tu vas te mettre un show. Puis, tu sais, fait que ladies helping ladies, là, comme... Fait que là, moi, j'ai tout compris comment produire un rodage, parce que c'était un show, mais tu sais, c'est un show que j'avais présenté au ZooFest, qui est le bébé de Juste pour rire, là, le festival de la relève de Juste pour rire. C'est un show que j'avais présenté au ZooFest en 1 heure, puis j'avais fait... Ça, c'est le backbone de mon spectacle, tu sais. Fait que c'est devenu mon spectacle au fur et à mesure, puis c'est là que je l'ai travaillé comme fois avec les auteurs, puis qu'on a tout fait ce qu'on avait à faire. Puis que je l'ai rodé un peu partout en province, parce qu'elle, elle se promène partout en province, puis elle fait du sold-out partout. Et elle me faisait fermer sa première partie. Elle me faisait même pas ouvrir son show. Elle me faisait fermer sa première partie. Sur l'écran, elle avait tout le temps un projecteur. Sur le projecteur, il y avait ma face avec mon Facebook. Tout le monde s'est mis à liker mon Facebook. À l'entracte, je vendais les billets pour ce show-là. Wow. 60 billets à la fois. Tu comprends? C'était... Tu as trouvé ton public. C'est ça. Yeah. Fait que j'ai comme fait, OK, cette niche-là de personnes, des filles tripantes qui aiment prendre un verre, qui, tu sais, qui aiment ça sortir, qui sont mères, peu importe. Puis après ça, le monde a comme fait, oui, mais là, les gars, tu dois avoir ton show. Ben oui. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que les filles sont venues me voir en gang. Puis là, les filles, à un moment donné, ont fait, il faut que j'emmène mon chum voir ce show-là. C'est bien trop le fun. Fait que là, ils reviennent, tu sais, comme avec leur chum. Puis là, je te dirais que j'ai plus de temps des gangs de filles. À cause de la pandémie.
mais aussi parce que, tu sais, comme le mot se passe, puis que c'est un show pour tout le monde, là, tu sais, fait que tout le monde vient voir ce show-là. Là. Wow, c'est vraiment cool. Fait que ça a été Mais c'est un gros divisé, step-up. il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas qu'est-ce qu'elle Mère fait. ordinaire. Ben, en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas son côté irrévérencieux, bête. Tu sais, des fois, je possède la vérité, puis pas toi. Tu sais, fait que je veux dire, comme ça va choquer des gens. Moi, pour avoir vu la générosité de cette personne-là d'un côté, puis, tu sais, fait que c'est comme un peu une personnalité. Je dis pas qu'elle est comme Mike Ward, mais c'est une personnalité qui fait le même effet aux gens que Mike Ward. Le monde l'haïsse puis ils veulent le brûler, ou le monde l'adore parce qu'ils savent les dessous de cette personne-là. Le monde dit c'était une estime de marde parce que telle affaire, puis le monde l'aime pour telle autre affaire. Fait que, Mais vraiment, là, si tu peux travailler, faire ton travail, faire de l'argent, ouais. ça, c'est vraiment... C'est comme tout le monde qui est fameuse ou célèbre ont des haters. Et Mais oui. il y a des raisons que les personnes parlent de ça beaucoup parce que c'est vraiment... Ça peut te forcer d'arrêter de faire ce que tu fais ou ça peut te rendre plus fort que tu peux continuer, savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui taillissent, mais tu peux... tu vas je pas, comprends. J'avais un... Est-ce que tu connais Mump and Smoot? Non. Ils sont des clowns de horreur. Et ils étaient célèbres au Canada avec le Fringe Festival. Mais ils disaient toujours, quand je faisais des one-woman shows, tu vas toujours trouver des personnes qui haïssent ton travail. Et tu dois vraiment concentrer sur les personnes qui adorent ce que tu fais. Ouais. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais je comprends tellement ça parce que à un moment donné, moi, on m'avait dit, tu sais, si tu veux passer plus à la télé ou faire des scènes extérieures dans les festivals ou avoir plus de gigs corporatifs, faudrait que tu changes un peu. Tu sais, tu peux parler d'autres choses que soit quelque chose qui est sexuel ou tu sais, quelque chose qui est féministe. Ou, tu sais, tu pourrais être plus général. Tu sais, tu as la capacité de parler de ce que tu veux quand tu arrives sur une scène. Il y a une présence qui fait que les gens ont envie de t'écouter. Fait que pourquoi tu parles pas d'autres choses? Pourquoi, tu sais? Puis pendant 1 an de temps, j'avais écrit sur plein d'autres affaires que ça. Puis oui, j'avais fait des scènes extérieures. Puis oui, j'avais fait du corporatif, mais tout le monde me trouvait correct. Mais quand je fais ce que j'aime vraiment, là, il y a du monde qui tripe vraiment. Puis il y a du monde qui n'aime pas ce que je fais. Mais regarde à Amy Schumer et Nikki Glaser aux États-Unis. Mais c'est la même chose. Sarah aussi. La seule chose qui parle c'est de sexe. Mais oui. Ah, non, pas Sarah, mais oui. OK, mais je comprends. Parce que je voulais parler avec toi de ça, parce que moi aussi, je parle beaucoup de sexe. Et ça, c'est la façon que je parle avec ma soeur, avec mon mari, même avec mes enfants. On est vraiment ouverts. Je parle avec ma mère de sexe aussi, mais je trouve qu'il y avait beaucoup de club owners qui me disaient « Oh, tu dois faire un quart sexe, un quart quelque chose d'autre. » Et que tu peux pas toujours parler de sexe. Mais qu'est-ce qui se passe avec vos club owners? Nous autres, nos club owners nous disent rien. Ils n'ont rien à chier de ce qu'on dit. Non, mais on est dans une complètement différente industrie. C'est complètement différent. C'est tellement différent l'anglais. C'est intéressant parce que maintenant, je fais des corpos et j'ai finalement réalisé comment faire des corpos et faire des blagues. Des fois, c'est juste changer des mots. Mais j'ai fait un corpo où ils m'ont dit, parce que je dis, oh, je suis avec le même gars pour 20 ans, même penis pour 20 ans. Ils ont dit, s'il vous plaît, est-ce que tu peux pas dire penis? Et j'étais comme, what the fuck? On est des adultes, mais ils voulaient pas que je dise penis parce que peut-être quelqu'un au travail va pas aimer ce mot. Mais j'ai réalisé avec les corpos ici au Québec, en comparaison avec les corpos en anglophone, l'humour anglophone, c'est vraiment différent. Je pense que vous avez plus de liberté, mais je vois que peut-être il y a de liberté, mais pas complètement, parce que ça semble que tu es peut-être dans une catégorie pour des personnes d'un sexe comique ou que tu parles trop de féminisme. Bien, je me mets dans cette catégorie-là, puis c'est correct, dans le sens que les gens peuvent décider bien ce qu'ils veulent de où est-ce que je suis, mais effectivement, je suis certaine qu'il y a des gens qui disent on ne l'engagera pas pour notre party de Noël parce qu'avec notre gang de Soulon, ça risque de donner des idées puis ça va mal virer. Tu sais. Oh! Tu vas être une mauvaise influence sur eux. Mauvaise influence sur le party de Noël, ça va finir dans les salles de bain. Puis, tu sais, comme je sais pas ce qui peut se passer. Mais si pour nous, avec Corpo, on ne peut pas parler de sexe. Ouais, mais on ne peut pas même aller sur ce sujet. Moi, mais mon gérant,
il dit, vous demandez pour elle, vous savez qui que vous engagez. Puis là, ils font, ouais. Hey, moi, si je vais faire un corpo, le monde savent ce que je fais. Si je vais faire un corporatif pour, je sais pas, moi, les centres de la petite enfance, puis que c'est 45 femmes avec leurs conjoints, puis c'est toutes des éducatrices à l'enfance, tu penses-tu vraiment que si je fais tout du clean stock, ils diront pas, ben là, c'est bien décevant, ça. On connaît Mélanie Couture pour ça, puis elle nous offre juste du clean. Mais non, je n'irai pas faire du clean, c'est pas vrai. Je vais te faire des bouts de clean. Mais c'est pas vrai que je ne ferai pas ce que je fais en plus. Tu sais, ça n'a pas de sens. Si, mettons, je sais pas, moi, Franco Taddeo m'engage pour dire, hey, on fait un bilingue corporatif. Moi, je vais faire la portion français. On a engagé Eddie King pour faire de l'anglais. Puis là, toi, tu reviendrais faire un bout en français. Bien là, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Tu comprends? C'est Franco Taddeo qui me cible, pas le client qui dit, je veux elle. Fait que là, je vais gager. Je vais écouter ce que Franco dit, puis Franco, il n'a pas la langue dans sa poche non plus, là, mais tu sais, je vais écouter ce que Franco dit, je vais gager, tu sais, je vais faire comme, fais-moi pas ouvrir, puis tu sais, comme, puis au fur et à mesure que le show avance, moi, j'écris, OK, je vais faire cette bit-là, puis cette bit-là. Parfait, on est prêt. Tu sais, je vais respecter un peu, tu sais, quand même, un peu, je vais respecter au complet le client, mais je me dénaturerai pas. J'ai perdu trop de temps à dénaturer qui je suis en stand-up. Je me dénaturais pas. Et ce que j'ai réussi à faire, je pense, c'est de faire comprendre aux gens que c'est pas parce que tu parles de sexe que tu es vulgaire. Puis c'est peut-être parce que j'ai le diplôme qui va avec que ça permet de le faire. Mais partout, dans toutes les critiques que j'ai eues, que ce soit les grandes radios de Montréal, que ce soit les grands journaux de Montréal, que ce soit, tu sais, comme tout le monde en parle, je sais que je sac dans mon show et que je parle de sexe et toutes les personnes qui l'ont critiqué ont dit elle est capable de le faire sans que ça soit vulgaire. C'est bizarre, mais on est là puis on se sent pas heurté par ce qu'elle dit. Au contraire, on est content de l'entendre puis on apprend. Mais on est hypocrite avec... on dit ça en français, hypocrite? Oui, hypocrite. Hein? Avec sexe, parce que même pour le Nouvel An, j'ai fait Absolute Comedy pour une semaine. J'étais l'animatrice pour toute la semaine. Wow. Et j'avais un moment avec le public où j'étais juste en feu. Mais j'étais un peu vulgaire aussi, mais je parlais de élever un enfant fourrable. Mon Dieu, que j'adore cette prémisse. Que mon job, c'est d'élever un fils fourrable parce qu'en 2021, c'est presque impossible. On est dans un sex recession. Mais il y avait un jeune homme dans le public qui a dit « Wow, il était vraiment vulgaire. » Et I dit « Dude, ce soir, tu vas chez toi, tu vas regarder du porn et je peux pas même décrire qu'est-ce que tu vas regarder. Mais ça, c'est pas vulgaire. Mais quand je le dis en public, que je parle de sexe avec mes enfants et que mon fils m'a texté quand il a perdu sa virginité, ça, c'est trop vulgaire. C'est vraiment intéressant parce que c'est... on décide qu'en public, c'est pas OK, mais quand on est chez soi, on peut regarder ce qu'on veut et c'est pas cochon, mais quand tu fais en public, je suis tellement d'accord. Je vais te dire quelque chose, là, puis c'est bizarre de le dire de même, là, mais le sexe est tellement tabou que le monde mélange parents qui parlent de sexe avec leurs enfants presque avec de l'inceste. Oui, complètement. Tellement que c'est tabou, les gens pensent pas que c'est correct. Ou de quand si c'est ton enfant qui dit j'ai couché avec ma blonde, le monde fait comme mais attends un peu là, c'est pas il n'y a pas de l'inceste là, il n'y a pas quelque chose d'inadéquat. J'ai eu un os mon test, j'ai couché avec ma blonde que j'aime, je suis donc content. Hey, ça devrait être semblable là, fait que mais ça m'a pris 5 ans presque pour écrire une blague qui parle de ça parce que c'est vraiment difficile d'aborder ce sujet. L'angle, hein? Oh. Ouais, vraiment ça, c'est ma bête noire. Et aussi parce que je veux pas insulter les parents qui n'ont pas fait ça. Exact. Alors, et si tu as des parents qui t'aiment pas et ils sont dans ton public, ils vont pas rire comme si... Oui. Au plus proche, OK, hello. Alors, c'est très délicat. C'est un sujet très délicat. Exact. Mais... j'ai fait la même chose avec l'infidélité. Ça a été long. 50% des gens sont victimes d'infidélité. Fait que ça fait 50% de ma salle qui est soit le cocu ou soit le coquifié, ça. Fait que là, tu fais comme quel angle que je vais être capable de trouver
pour pas que ça remonte des traumatismes ou tu sais, de la peine. Ou, hey, au début, là, ça se donnait des coups de coude quand je parlais. Est-ce que tu aimes Esther Perel? Est-ce que tu as entendu de Esther Perel? Non. Elle fait des conseils de mariage. Et elle a fait un podcast avec Dan Savage qui parle de sexe tout le temps. Ils sont les deux anglophones. Mais elle dit que les couples gays parlent de infidélité tout de suite. Tu vas savoir dans un couple gay si tu vas avoir un open relationship ou non, mais les couples hétérosexuels parlent de ça seulement quand il y a une infidélité. Et beaucoup de fois, les personnes ne sachent pas que leur partenaire a eu un trompe. Effectivement. Mais c'est le dernier à savoir. Est-ce que tu as eu du succès avec tu as dit que tu voulais parler ce numéro-là? Oui. Ça a fonctionné. Ça a été long avant de trouver l'angle, mais ça a fonctionné. J'ai trouvé l'angle quand il y a eu la grosse histoire de Tiger Woods, puis qu'il s'avait fait péter ses fenêtres de char, puis toute la patente, là. Fait que je suis embarquée avec Tiger Woods, puis j'ai été capable de avoir la réflexion. Est-ce qu'on est des êtres... est-ce qu'on est fait pour être des êtres fidèles? T'sais, donc, est-ce que l'humain est un animal qui est fait pour être un être fidèle? Puis après ça, je suis partie dans l'angle des animaux fidèles, des animaux pas fidèles, comme selon la raison pourquoi on devrait être fidèle, c'est Adam et Ève, mais il n'y en avait pas beaucoup de chances de tromper dans ce temps-là. Fait que, tu sais, comme... Avec qui? Tu sais, comme comment ça marche? Fait que c'était de la remise en question du modèle et le libre choix. T'sais, dans le sens que être d'accord avec le libre choix. Tu veux-tu le faire ou tu veux pas le faire? Parce que c'est ça qui se passe avec les couples gays, c'est voici c'est quoi ma définition de la fidélité. Elle n'est pas pareille pour toi, elle n'est pas pareille pour toi, elle n'est pas pareille pour toi. Voici c'est quoi ma définition. Moi, c'est comme ça que je veux qu'on soit dans le couple. Toi, c'est comment? Est-ce que notre définition, les deux, fit ensemble ou pas? Puis si elle ne fit pas, comment qu'on négocie cette définition-là? Puis c'est souvent fait d'avance. Hétérosexuel, on prend pour acquis qu'on a toutes la même définition. Tu frenches pas, tu faux pas. Puis là, souvent même, il oublie de parler de l'Internet. As-tu le droit d'envoyer ta photo à quelqu'un d'autre? La personne, as-tu le droit de te cruiser avec des mots? As-tu le droit de dire « c'est d'avoir une... » Tu sais? Puis personne, les gens n'osent pas parler de ça. C'est un peu comme parler d'argent. C'est les deux gros tabous. Et j'ai vu que tu étais inspirée par Danny Boy. Mais c'est parce que... Parce que je l'ai vu à Juste pour rire. Je pense que ben, il moi était aussi. Ici en 2016 peut-être? En 2016, oui, c'est ça. Oui, oui avant que j'aille mon enfant, je me souviens, là, il y avait la salle, je me sais plus c'est quelle salle, là, mais c'est une salle en U, elle a fait son show complet, puis moi aussi, j'étais allée voir ce show-là. La fraîcheur, il est fresh, tu sais, comme c'est très fresh, c'est très... j'aimais beaucoup ses numéros sur la cornemuse, sur Diddly Dee Potato, tu sais, toutes ces affaires-là, puis j'avais vu à la télé, puis j'avais comme fait « Ah, man, ce gars-là, il est sweet, funny. Il n'y a pas de méchanceté, on dirait. Puis peut-être, je connais pas la personne, peut-être c'est une grosse marde en dehors, là. Mais je veux dire, puis ça m'intéressait beaucoup d'aller voir ce qu'il faisait parce que je trouvais qu'il y avait aussi une mobilité du corps que moi, je faisais pas beaucoup. J'utilisais pas beaucoup mon corps sur scène. Tu sais, mon corps était très, très posé, puis tout ça. Puis... c'est là que tu te rends compte que, oh mon Dieu, ton corps est un outil à faire rire aussi, autant que tes paroles. Fait que comment tu peux augmenter l'efficacité de ton gag avec ton corps, lui, je le trouvais très fort là-dedans. Les sourcils qui lèvent, les grandes jambes, tu sais, comme qui partent d'un bord puis de l'autre, les bras, tu sais, il y a quelque chose. Fait que j'allais beaucoup apprendre en même temps que je savais que j'étais pour rire, là. Et avant lui, et même avant l'école, est-ce que tu avais des influences de stand-up? Est-ce que tu regardais stand-up sur la télévision? Je sais que tu as mentionné Jean-Marc Parent, que oui. Tu l'as vu, mais avant, parce que je sais que tu étais Jean-Marc Parent, c'est quand on me demande les Québécois. Tu sais, quels sont les Québécois qui vous ont fait rire? Moi, Jean-Marc Parent, il a une capacité à faire des images que je ne suis pas capable de voir venir. Puis quand tu es humoriste, le problème, c'est que souvent, tu devines la joke qui s'en vient. Fait que tu n'arrives pas autant. Lui, il est dans le racontage. Beaucoup d'images. Fait qu'il met beaucoup d'images dans ta tête que ces images-là me font rire et je ne suis pas capable de les voir avant qu'ils me les disent. Fait que le timing de Jean-Marc Parent, je ris comme tous les gens dans la salle. Fait que je me sens pas
humoriste qui regarde un humoriste. Je me sens vraiment juste spectatrice, puis ça, j'aime beaucoup ça. Un peu comme les Denis de relais, que je ne sais jamais par où ils vont aller. Là, fait que c'est le même genre. Mais moi, j'ai été élevée avec une télévision anglophone plus que francophone. Et puis, j'ai pas tant trippé sur des stand-up, mais j'ai trippé sur des sitcoms. Puis après ça, tu apprends qu'il y avait des stand-up dedans. Tu sais, comme quand j'étais jeune, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais j'écoutais The Cosby Show beaucoup avec mon père. Oh yeah. Pour moi, c'était super drôle, c'était le fun. Night Court, qui n'a pas duré super longtemps, mais fuck, Oui, ça me j'ai faisait vu rire. Night J'adorais l'avocat misogyne. Là, il n'y a plus rien qui passerait là-dedans, là, mais tu sais, je veux dire, comme ça me faisait énormément rire. J'avais aussi, plus en stand-up, mon père est de l'Ouest canadien, puis il aimait beaucoup le Blue Collar Comedy Tour. Fait comme un peu plus, tu sais, comme début cégep, là, j'ai comme vu Ron White, puis j'ai comme fait, tu sais, comme avec le dude avec il a son scotch, puis tu sais, son cigare, puis bon, tu sais pas comment ça va finir cette histoire-là, mais tu sais, il est posé, il est drôle, tu sais, comme on dit, non-apologetic encore, là, mais ce gars-là, il en a rien à chier, ce que tu penses de lui, là, puis son bit sur le gars qui s'est attaché à l'arbre pendant la tornade, je vais m'en souvenir toute ma vie, là, c'est magique comme bit, là. Fait que, je pense que j'ai beaucoup vu de l'humour de monsieur, plus que de madame au début. Puis après ça, je me suis intéressée aux femmes. Là, en ce moment, je capote sur Wanda Sykes. Sykes, je l'ai prononcé. Yeah, moi, j'ai Sykes, trouvé avec son nom Sykes, je pense. Cette femme-là est au sommet de son art. Elle rock le stage. Je capote sur ce qu'elle fait. Fait que ça évolue. Mais c'est intéressant parce que tu étais à l'école comme avec une profession. Oui. Et parce que quand je parle avec des humoristes, des fois, c'était très clair que moi, je voulais pas être une humoriste. Je voulais être une comédienne. Ouais. Ça, c'était mon but, mais je pouvais pas résister. Je pouvais pas continuer comme comédienne, comme tout le monde rit à moi quand j'essaie d'être sérieuse. Alors, je n'avais pas vraiment... Il y en a tellement... Il y a j'avais tellement... pas de choix. Oui, il y a plein de monde... À l'école de théâtre, c'était comme vraiment clair. Je pouvais le faire, mais c'était vraiment clair. Pour toi, parce que tu étais sexologue. Oui. Et je sais que tu as dit aussi que ton but d'aller à l'école d'humour, parce que tu ne savais pas comment ça allait aller. Non. Tu voulais revenir à ton travail avec des femmes qui étaient abusées par leur conjoint. Leur conjoint. Conjoint. Oui. Comment est-ce que tu as utilisé l'humour de retourner à ton travail? Je ne l'ai jamais fait. Oh, tu l'as jamais fait? OK! Non, en fait... Parce que tu as tombé en amour avec l'humour. En fait, les 2 scénarios étaient, et je l'ai dit à Louise Richer, la directrice, j'ai dit, je veux me servir de l'humour dans d'autres endroits que nécessairement la scène. Je ne sais pas, peut-être ça va finir en scène, mais c'est là que j'ai dit, moi, je pense que les gens qui sont docteurs clown ou intégrer l'humour dans mes programmes d'enseignement, ce serait parfait. Dans le sens, ça serait quelque chose que j'aimerais faire. Je ne sais pas comment que ça va virer. Fait que soit que ça fonctionne en humour et j'intègre la sexologie dans l'humour, ou soit que ça ne fonctionne pas en humour et j'intègre l'humour dans la sexologie. Fait que quand je suis sortie de l'École nationale de l'humour, j'ai fait... Même quand je suis rentrée à l'École nationale de l'humour, j'ai fait « je lâche ma job ». Parce que sinon... je ne le saurais pas si ça fonctionne si je ne donne pas 100%. Fait que j'ai dit, je lâche ma job et si dans 10 ans, ça ne fonctionne pas, je retournerai, je referai des formations, je me mettrai à jour en sexologie. Aujourd'hui, je n'utilise plus le terme sexologue, c'est un terme qui est protégé. Puis par respect pour mes collègues qui, elles et eux, ont continué à suivre des formations, puis que c'est dur là, être membre de l'ordre, là, ça coûte de l'argent, puis tu es surveillé, puis toute la patente. Moi, c'est pas mon cas. J'ai encore un bac en sexologie en poche, mais je ne travaille plus du tout dans le domaine. Mais c'est là que j'ai fait comme je donne tout. Je lâche, je deviens serveuse chez Boston Pizza. Je fais ce que j'ai à faire. On verra ce que ça donne. Si à un moment donné, je suis tannée de manger des ramens puis des ramen noodles, je verrai ce que je fais. Puis finalement, ça a pris 7 ans avant que je revienne au confort financier de ce que j'avais quand j'étais sexologue.
7 ans de bûchage, puis de défrichage de terrain, puis de tout ça. Et je sais que tu as payé pour ton école de ta poche aussi. Ouais. Alors Mais j'avais des REER. Ah, OK. Fait que j'ai répé pour payer l'école. Fait que ça va, tu sais, c'était quelque chose, là, mais c'était pas si pire. Puis je m'étais padé les fesses aussi, là. Je veux dire, 1 an, j'avais habité chez ma mère, puis la 2e année, j'habitais dans un 2,5 chauffé, éclairé à 2, là. 400 $. C'était pas la folie, tu sais. Mais tu fais des choix. Il y en a qui disent, hey, moi, je n'irai jamais vivre dans un trou pour pouvoir retourner à l'école, mais c'est ça. J'ai dit all-in ou pas pantoute. En finissant, Oui. quelque chose que récemment j'ai appris, comme quand je travaillais pour le Nouvel An, la semaine à Absolute Comedy, qu'est-ce que j'apprends, c'est que si je rentre sur scène, la façon que j'ai fini mon show le soirée avant, Ouais. ça m'aide beaucoup comme humoriste. C'est comme, tu sais, quand on est humoriste, quand on fait le stand-up, on apprend les choses tout le temps et ça change tout le temps. Je sais que tu as eu l'opportunité de faire ton One Woman Show plusieurs fois avant décembre. Qu'est-ce que tu réalises à ce moment de ton travail? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te fais penser quand tu commences ton show chaque soir? Comme tu as dit, il y a des soirs que ça va pas bien, tu écoutes tu enregistres, tu écoutes encore. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux penser que tu apprends maintenant comme humoriste? En fait, j'enregistre plus le One Woman Show. Ça, il est coulé dans le béton, il va bien, il roule. Il y a des endroits que ça peut être un peu plus difficile, mais habituellement, je sais que quand ça va être plus difficile, c'est quand, exemple, pour une raison X, c'est un endroit où est-ce que je suis moins connue, que les ventes tirent de la patte, puis là, ils donnent des billets à leurs abonnés, puis leurs abonnés n'ont aucune idée dans quoi ils viennent s'embarquer quand ils viennent voir mon show. Fait que là, tu fais comme, j'ai des gens à convaincre, j'ai des gens à gagner. Je sais que je ne gagnerai pas tous ces gens-là parce que je sais que je plais à des gens, je sais que je déplais à des gens. Fait que c'est à voir quel travail que je vais faire. Mais une leçon que j'ai appris, c'est que ça a été comme de la marde la veille, puis que ça soit vraiment difficile à rembarquer parce que tu es un peu la chienne, étant donné que ça n'a pas été bien la veille, fait que tu restes avec ce sentiment pas le fun, ou que tu sois sur un high, puis tu dis « Ah, ça va être facile! Peu importe, les deux, c'est comme te tirer dans le pied parce que tu fais comme tu n'as aucune idée de ce qui s'en vient. Mais il y a une femme, à un moment donné, qui s'appelle Danielle Fichot, qui d'ailleurs est en nomination à Cannes cette semaine. C'est une grande actrice au Québec. Qui m'a dit, quand tu embarques sur scène, qu'est-ce que tu dis? T'sais? Je dis, ils vont m'aimer. Ils m'aiment. Ils vont m'aimer. Elle dit, mais c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Parce que, tu sais, au début, je disais, j'espère qu'ils vont m'aimer. Puis là, après ça, moi, je me disais, non, ils m'aiment. Elle dit, mais non. Elle dit, il faut que tu rentres sur scène et tu dises, je vous aime. Je m'en viens vous donner quelque chose. Puis je vous aime, puis j'espère que ça va être bien reçu, puis que, tu sais, fait que autant le kid casquette à l'envers avant qu'il me faisait peur avec sa bière à 19 ans, qui était comme la grosse aussi qui va nous parler de sexe, c'est dégueulasse. Je fais, mais je t'aime pareil, parce que tu as 19 ans, puis tu penses comme ça, puis à un moment donné, tu vas changer d'idée. Autant que le vieux monsieur qui est en train de faire une sieste sur sa chaise parce qu'il a mal dormi, je fais comme, t'aime, merci d'être venu pareil. Puis ça change toute ma façon d'être sur scène. Je me braque pas, je suis bien ouverte. Puis habituellement, c'est ce qui fait les meilleurs shows parce que les gens se sentent pas jugés. Moi, je n'envoie pas de jugement envers eux. S'ils m'en envoient, ben habituellement, quand ils me voient aller dans la paix puis le bonheur, ben ça casse assez vite, ça. J'adore ça. Moi aussi, ça m'a aidé à passer à travers bien des affaires. Oh, yeah. et ils ont acheté un billet. Alors, ils sont là pour une raison ou une autre. Mais c'est peut-être pas pour moi. Tu sais, des fois, c'est des soirées d'humour. Puis, tu sais, c'est la soirée, puis ils savent pas qui va être là. Fait que tu n'as aucune idée qui est devant toi, puis tu sais pas ce qui va se passer. Mais même aimer qu'ils ont pris le billet, ils ont laissé leur maison et venu te voir. Ils font partie de notre industrie. Yeah. Exact. Well, merci. Merci à toi. C'était super plaisant de jaser avec toi. Oui. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop.